Parce que, en fait, beaucoup de bêtises sont dites sur l'islam. Et notamment le fait que les Arabes ne sont considérés. Monsieur Charles Saint-Pro, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici à Paris, dans le cadre du podcast de Trends, qui est un centre de recherche basé aux Émirats arabes unis et qui participe pour la première fois au Salon des livres de Paris. C'est notre premier podcast francophone et nous avons la chance de vous avoir avec nous aujourd'hui le 14 avril 2024. Monsieur Charles Saint-Pro, vous êtes géopolitologue et islamologue français. Vous êtes actuellement le directeur général de l'Observatoire d'études géopolitiques ici à Paris. Monsieur Charles Saint-Pro, je viens de vous présenter très brièvement, simplement pour vous donner le temps d'abord de vous présenter à nous, aux personnes qui vont nous écouter. Alors, j'ai 2 doctorats, l'un en droit et l'autre en sciences politiques, et je suis habilité à diriger des recherches en droit. Je suis également doyen de l'université de Dakar et je suis directeur général de l'Observatoire d'études géopolitiques, bien entendu. Je suis né à Lyon, dans le 3e arrondissement, et je suis très fier de cette ascendance lyonnaise, parce que Lyon était la capitale de la Gaule dans le temps. Et puis Lyon est une ville merveilleuse qui a été très nettoyée, il y a eu des maires qui ont fait le travail. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi l'islamologie, par exemple ? Parce que, en fait, beaucoup de bêtises sont dites sur l'islam. Et notamment le fait que les Arabes ne sont considérés comme fanatiques. Or, justement, il n'y a pas un peuple plus tolérant que les Arabes. Donc, il faut en être conscient. Et je pense que la spécialisation... Bon, moi, j'étais un élève de Jacques Berck, le professeur Jacques Berck, qui a fait un discours en arabe à la mort de Daflak. Et les gens pleuraient de l'écouter. Parce qu'il disait qu'il parlait bien, il parlait mieux arabe qu'eux, alors qu'ils étaient arabes. Bon, je pense que le problème, c'est qu'il n'y a plus d'islamologues aujourd'hui. Il y a des gens qui travaillent sur des rapports de police et tout ça, mais ce n'est pas du tout l'islamologie. Et donc, il faut quand même faire connaître l'islam. Donc, nous avons fait un livre sur l'Ijtihad, l'effort de compréhension et tout ça. J'ai fait un livre sur l'islam, l'avenir de la tradition. Et puis, j'ai fait un livre sur la réforme, le réformisme musulman. Alors, M. Charles Saint-Pro, je sais qu'une rencontre entre vous et les responsables de Trends est planifiée très prochainement. Quels sont les potentiels aspects de coopération entre l'Observatoire d'études géopolitiques que vous dirigez et Trends ? En fait, il y a beaucoup de champs. Il y a d'ailleurs, il y a bien entendu l'eau, il y a la tolérance, il y a la coexistence, il y a la géopolitique. Le but est de représenter une force qui soit capable d'aider aux bonnes relations entre nos pays dans différents thèmes, dans différents secteurs. Et je pense qu'il y a là une grande opportunité qui s'ouvre. Un autre sujet que je trouve très pertinent de discuter avec vous aujourd'hui, M. Charles Saint-Pro, c'est celui d'excellentes relations qui réunissent les Émirats arabes unis et la France.
D'après vous, quels sont les piliers de ces relations franco-émiraties? Bon, les piliers sont militaires, bien entendu. Ils sont aussi universitaires. Il y a la Sorbonne d'Abu Dhabi. Et puis, c'est culturel. Il y a le Louvre d'Abu Dhabi. Je pense que ces trois piliers sont importants. Il s'agit de former un bloc solide et durable. La crédibilité de ce bloc est garantie par le fait que les Émirats et la France sont des puissances sérieuses et fidèles, ce qui n'est pas toujours le cas d'autres puissances. Et je ne voudrais pas dénigrer les autres puissances, mais que ce soit les Américains ou autres, on ne peut pas leur faire confiance. La France, on peut lui faire confiance. Et je pense que ça, c'est important. Est-ce que c'est possible d'expliquer plus sur ce point-là? Pourquoi on peut avoir confiance en France pour les Arabes? Parce que la France n'a pas changé d'avis. Depuis le général de Gaulle. Et ça, c'est très important. Les États-Unis peuvent changer d'avis. Ils ont laissé tomber Gemayel, ils ont laissé tomber le président Thieu en Sud-Vietnam. Ils ont laissé tomber tous ceux qui les ont soutenus et qui ont fait un mauvais calcul de les soutenir d'ailleurs. Donc je pense que en fait, les Américains sont pro-israéliens. Et les Français, non? Non. Jusqu'à Macron, parce que Macron, bon, mais c'est un homme de passage qui a eu la chance d'être élu parce que il n'a pas trouvé d'adversaire en face de lui. Mais Macron n'est pas français. Macron, c'est le président de l'Europe, c'est tout ce qu'on veut, sauf la France. Les Français ne sont pas européens. Les Français, vous savez, il y a cette phrase de Angela Merkel qui disait que pour elle, prussienne, la Méditerranée était un mur. Eh ben, la France, elle pense pas que ça. Elle pense que la Méditerranée est un trait d'union. Et ça, c'est fondamental. Bon, mais maintenant, M. Macron ne connaît rien à rien. Il ne sait pas l'Afrique. Il ne connaît pas l'Afrique. Il ne connaît pas le monde arabe. Donc, c'est un homme dépassé par les événements. Alors, on revient à la question de relations franco-émiraties. Quels sont les domaines de coopération les plus importants entre la France et les Émirats arabes unis? Bon, il s'agit de former un bloc solide et durable. La crédibilité de ce bloc est garantie par le fait que les Émirats et la France sont des puissances régionales sérieuses. Le futur des relations entre les Émirats et la France est très important, car le monde change et il faut que les pays ne changent pas. C'est très important que les pays ne changent pas d'avis. Et ça, la France ne change pas d'avis. La France, elle a une ligne. Que ce soit sous Chesson, que ce soit sous les présidents Chirac et tout ça, la France ne change pas. Alors là, on va changer de sujet un peu, d'accord? Selon vous, qui sont les acteurs ou les alliances qui visent vraiment la stabilité au Moyen-Orient? Bon, il y a déjà les Émirats arabes unis, bien entendu, mais il y a aussi l'Arabie saoudite et il y a le Maroc. Je pense que ce sont les trois acteurs qui jouent un rôle important. Et l'Égypte? Oui, l'Égypte. Mais l'Égypte a des problèmes actuellement. L'Égypte a des problèmes qui sont financiers, qui sont... Oui, mais pourquoi vous avez choisi ces pays-là et pas d'autres pays? Parce que c'est l'évidence. Est-ce que c'est possible de donner plus d'exemples de ces applications? Les Émirats arabes unis, parce que c'est une puissance tranquille, c'est une puissance qui n'est pas va en guerre, qui n'est pas... en fait, elle s'inspire de la pensée de Cheikh Zayed.
Le Maroc, parce que c'est une puissance qui est infiniment plus grande qu'elle-même. Qui a beaucoup d'influence aussi sur l'Afrique. Bien entendu. La politique du roi Mohamed VI en Afrique est tout à fait prodigieuse. Et quand il y va en Afrique, il y va plusieurs jours. Ce n'est pas comme les présidents français ou autres qui y vont pour 2 heures ou 3 heures. C'est très vexant pour l'Afrique. Et je pense que le Maroc est un pays qui compte et qui comptera davantage. Et puis l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, c'est le grand de la région. Bon, et l'Égypte a des problèmes. Jusqu'à maintenant, c'est à partir d'il y a 2 ans, donc ça commence à être calmé. Donc l'économie égyptienne marchait assez bien. Oui, mais il y a les Houthis qui tirent sur les bateaux. Tout ça, bon, c'est... Je pense que l'Égypte a des problèmes financiers qui sont réglés par l'Arabie Saoudite et par les Émirats. Mais combien de temps pourront-ils... Parce que l'Égypte est un grand pays. C'est 102 millions d'habitants, 103 millions. Donc, c'est... Et le problème, c'est que les pauvres font beaucoup d'enfants. Et les riches n'en font pas beaucoup. Alors, quels sont les défis qui pourraient limiter le rôle de ces acteurs au cas de stabilité au Moyen-Orient? Je répète la question. Donc, quels sont les défis qui pourraient limiter le rôle, les pays que vous avez choisis, donc qui visent la stabilité de la religion, de Moyen-Orient? Bon, l'extrémisme religieux, et notamment celui des frères musulmans. Il faut les combattre parce que ils ne sont pas nationalistes arabes, ils sont rien du tout. Et je pense que ça, c'est un vrai défi. Le président Sisi, que ce soit le président Sisi, que ce soit le cheikh Mohamed, que ce soit l'Arabe et le Saoudien, que ce soit le Maroc, ils sont face au danger des frères musulmans. Est-ce que c'est possible de nous expliquer le danger des frères musulmans? Pourquoi ils sont dangereux? Parce qu'ils ne sont pas nationalistes. Ils ont une vision politique des choses. Et nationalistes ici, ça veut dire qu'ils sont contre l'État-nation. Oui. Ouais. Oui, parce que, bon, alors ils ont peut-être raison, mais... Enfin non, je ne pense pas qu'ils aient raison, parce qu'ils instrumentalisent l'islam à leur convenance. Et je pense que Saïd Qutb a fait des petits qui sont pires que lui. Et l'Iran aussi, parce que l'Iran a fait un timbre à la gloire de Saïd Qutb. Donc il faut en être conscient. Je pense qu'il y a là un vrai problème. Alors donc ici, en Occident, d'accord, il y a beaucoup d'idées reçues sur l'islamisme. Alors donc à mon avis, la première idée reçue donc, que je suis contre, qu'on compare de temps en temps donc, entre les islamistes d'une part et les démocrates, les chrétiens démocrates de notre part. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette comparaison de dire, enfin, les islamistes vont être un jour comme les chrétiens démocrates? Non. Moi, je pense que c'est une erreur de comparer les islamistes à quoi que ce soit. Ils ont un projet, c'est l'islam politique. C'est-à-dire la récupération, l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques. L'islam ou une version de l'islam? Une version de l'islam. Une version très marginale, par contre, à mon avis. Mais oui, qui est très marginale. Parce que dans le monde arabe, il y a beaucoup de tendances, d'accord? Il y a ce qu'on appelle maintenant, par exemple, l'islam humaniste. Alors donc, ici, en Occident, on ne met pas beaucoup de lumière sur les tendances qui vont avec les valeurs de la modernité. À mon avis, c'est ça le problème. Oui, parce que l'Occident
Vous savez, c'est comme les trains qui arrivent à l'heure et les trains qui n'arrivent pas à l'heure. On ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Bon, mais 80% ou 90% ou 99% des trains arrivent à l'heure. Donc je pense que le problème de l'islam, c'est celui-là. C'est que l'extrémisme ne touche qu'une minorité. Et que quand on entend des chaînes de télévision comme CNews ou d'autres faire l'apologie, dire que l'islam est un danger, non, ce n'est pas un danger. C'est le danger, c'est l'islam politique, c'est les frères musulmans, c'est l'Iran, c'est ça le danger. Parce qu'on parle toujours de comment les frères musulmans sont dangereux, d'accord ? Mais à mon avis, on doit parler des plus aujourd'hui. Comment lutter contre les idées fondatrices de l'islam politique ? Est-ce que vous pouvez nous aider ou donner des conseils aux personnes qui luttent contre l'islamisme? Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? D'abord, il faut réaffirmer que l'extrémisme est un fléau. Et puis, je pense qu'il faut mettre en valeur tous les gens qui ont combattu l'extrémisme. Que ce soit Mohamed Abdou, l'Égyptien, que ce soit Rachid Rida, que ce soit Afghani, que ce soit jusqu'à Mohamed V et Cheikh Zayed. En fait, il y a les réformistes d'un côté et il y a ceux qui déforment l'islam de l'autre. Je suis d'accord avec vous de lutter contre l'islamisme parce que c'est une tendance très dangereuse pour l'État-nation, pour même la conception de la citoyenneté, mais quelquefois on fait l'amalgame entre l'islam et l'islamisme. Alors donc, quelquefois quand on lutte contre l'islamisme, il y a des musulmans qui accusent même d'autres musulmans d'être islamophobes. Est-ce que c'est possible de nous dire quelle est la différence entre l'islam d'un côté et l'islamisme de l'autre côté? L'islam, c'est la réalité. L'islam, c'est la vie de tous les jours. L'islam, c'est la tolérance. L'islam, c'est la coexistence. Ça, c'est la bonne version de l'islam. Oui, l'islamisme, c'est une version différente, mais qui est instrumentalisée politiquement. D'accord. Alors, donc, on va changer un peu le sujet, d'accord, pour terminer. Alors, comment les centres de recherche, comme votre observatoire, par exemple, et Trends, peut-il contribuer à la lutte contre la radicalisation menant à la violence? D'abord, ils peuvent contribuer à établir la tolérance. La tolérance contre l'extrémisme en proposant concrètement des solutions et en agissant pour dénoncer tous les extrémismes. Je pense qu'il est important de dénoncer les extrémismes. Tous, celui de Netanyahou, comme celui des frères musulmans ou comme celui de l'Iran. Je pense que il faut rétablir les liens entre les peuples. Et pour les établir, il y a pas 36 solutions. Comme le disait Arafat, on ne fait la paix qu'avec son ennemi. On ne fait pas la paix avec son ami. Eh bien, je pense que Arafat, par exemple, et Rabin ne s'aimaient pas du tout. Mais ils ont dépassé cette haine personnelle, cette rancune personnelle, et ils ont su établir des ponts. Je pense que c'est très important d'établir des ponts. Et ça, c'est le rôle des think tanks comme l'OEG, comme l'Observatoire d'études géopolitiques, comme Trends, c'est d'établir ces ponts. Alors, comment voyez-vous l'avenir de l'islamisme? Est-ce que l'avenir de l'islamisme est le post-islamisme? Moi, je pense que l'avenir de l'islamisme n'existe pas. Parce que, en réalité, ils sont forts de nos faiblesses, des faiblesses mais surtout, ils sont forts du fait qu'ils ont un sparring partenaire, qui est Netanyahou. Et Netanyahou ne vaut pas mieux que les extrémistes.
Je pense que les extrémistes sont faits pour s'entendre. Contrairement à ce qu'on dit, les extrémistes sont faits pour s'entendre, et je pense qu'il y a là un vrai problème. Mais je crois très personnellement que l'islam politique ne triomphera pas. Parce que, en réalité, je connais bien le monde musulman. Et j'ai été plusieurs fois dans ces pays. Enfin, j'y passe ma vie. L'islam est très tranquille. Et l'islam au quotidien, c'est pas la même chose que ce qu'on dit. Et donc, il faut l'affirmer. Et en fait, compte, les extrémistes tuent plus de musulmans que de non-musulmans. Parce qu'on nous met en exergue le fait que, par exemple, les attentats de Paris ou de New York, mais ce sont des milliers de gens qui sont morts du fait de l'extrémisme. Et ça, je pense que... alors, il y a une réalité, c'est que l'Occident privilégie ses bords occidentaux. Et là, c'est pas très bien, parce que en réalité, l'Occident a une position raciste. En fait, on peut tuer des Arabes, mais on ne peut pas tuer des Occidentaux. Le fait que l'on tue un Occidental, c'est un drame. Le fait que l'on tue un Arabe, c'est rien du tout. Bon, alors, c'est un vrai problème. Il me reste une petite question, et là, je termine vraiment, d'accord? Si vous avez des conseils à donner aux jeunes islamologues. Je pense qu'il n'y a pas de jeunes islamologues en France, mais... Dans le monde arabe Oui, il y en a. Il y en a, et puis il y en a au Canada, il y en a ailleurs. Mais donc je pense qu'il faut affirmer ce qu'est l'islam en réalité. Je crois qu'il faut défendre l'islam, parce qu'il ne se défend pas. Alors qu'il n'a pas à se défendre d'ailleurs, parce que l'extrémisme est un épiphénomène. Un épiphénomène, c'est-à-dire qu'il est minoritaire. Et donc, je pense que les Arabes, mais d'autres, les musulmans en général, ne sont pas conscients du problème posé par le fait que l'islam est dénaturé par les extrémismes. Monsieur Charles Saint-Pro, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je vous remercie énormément. Merci. Merci.